Aujourd'hui, je reçois une invitée pour parler d'un sujet généralement qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et mon invitée aujourd'hui, c'est Evelyne Ernst-Simard, qui est conseillère en sécurité financière. Merci, Evelyne, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Je t'ai choisi, toi, puis je sais pas si je te l'avais dit déjà, mais il y a quelque chose que je trouvais intéressant, que j'ai comme saisi rapidement dans ton parcours, parce que, bon, toi, tu viens pas d'un milieu où... tu viens pas d'un milieu de finance, en Pas du fait. tout, non. Tu avais un côté plus artistique, tu as étudié à l'école de l'humour. Oui, effectivement. Puis tu as fait de la massothérapie. Donc, tu avais une fibre plus artistique. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes un peu c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à aller en sécurité financière? Oui. Bien, dans le fond, moi, tu sais, être mon propre boss, là, ça a toujours été bien, bien important, mais même au-delà, j'ai une petite anecdote là, funny. Oui. Là. Quand j'avais peut-être 6 ans, ma mère est en vacances, ou elle n'est pas là, puis je me fais garder par ma grand-mère, puis avec une amie dans le sous-sol, on a fait des épées avec genre du papier d'alu, tu sais, des bricolages d'enfants de 6 ans, là. Puis après ça, on est allé dans le quartier faire du porte-à-porte pour vendre nos épées. On s'est ramassé à peu près une vingtaine de piastres. Et de retour à la maison, ma mère est comme, mais comment ça, Evelyne, elle a autant d'argent dans ses poches? Tu sais, c'est pas... ah, bon, t'es allé faire du porte-à-porte, puis... Aller vendre des épées. Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est juste de... Tu sais, j'ai toujours eu un peu Une fibre entrepreneuriale. Ouais, mais c'est surtout de se dire, hey, j'ai envie de faire ça, OK, go, on le fait. Ouais. Puis au pire, ben, ça marchera pas. Puis c'est pas grave, on aura appris, tu sais. Ouais. Fait que j'ai eu un parcours... tu sais, je me suis cherchée pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, j'essayais de m'installer dans une job qui est comme plus lundi, vendredi, 9 à 5. Ouais. Puis, fait que là, j'avais étudié dans plein d'affaires au cégep. Puis, moi, ce que j'aimais bien, c'est l'impro. Tu sais, puis j'étais au cégep du Vieux, puis on disait que quand tu fais de l'impro au cégep, c'est soit tes 2 pires années de vie ou tes 7 meilleures. Puis, pas que je suis restée au cégep bien longtemps, mais tu sais, moi, j'allais au cégep juste pour faire de l'impro. C'était vraiment ça. J'aimais vraiment ça. Finalement, ça n'a pas marché. Je suis partie un petit peu vivre mes expériences, sortir d'un bar, tu sais, profiter de la vie de jeune adulte. Puis, à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans une passe qui était plus difficile. Puis mon chum de l'époque m'avait acheté des billets pour aller voir Mazza Fortin. Fait que Mariana Mazza avec Virginie Fortin, puis je les regardais, puis j'étais comme « Hey, c'est vraiment hot ce qu'ils font! » Tu sais, eux, là, en ce moment, sont payés pour être sur scène puis dire des niaiseries, puis le monde les rit, puis ça, c'est leur vie. Je veux faire ça. OK, go, on le fait. Fait que j'ai tout lâché, j'étais à Sherbrooke dans ce temps-là. Je suis retournée vivre dans le sous-sol chez ma mère. Je me suis inscrite au cours du soir. J'ai fait l'école. J'ai pas gradué de l'école. À un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement pour moi. Mais tu sais, j'ai parti ma soirée d'humour. J'ai fait ce que j'avais à faire là. Puis après ça, ben j'ai switché, puis j'ai commencé à faire de l'animation comme à la ronde, là, comédienne de maison hantée. Je faisais de l'animation dans les écoles ou des journées de même. Puis j'ai fait ça pendant longtemps, des bases de plein air. Puis j'ai toujours aimé ça, mais c'est pas payant. C'est sûr. C'est vraiment pas payant. Puis autant que c'était trippant, j'ai vraiment adoré. Puis tu sais, ça m'a vraiment forgé ma personnalité, puis qui je suis, puis j'ai full d'entre-gens, puis tu sais, j'adore le monde, mais à un moment donné, tu sais, du riz blanc au beurre, là. On stand. On stand. Fait que, comment... Ah ouais, ben là, tu sais, il y a eu la COVID, puis là, pendant la COVID, je m'étais trouvé un petit job-in d'adjointe à direction, puis tu sais, lundi au vendredi, 9 à 5, avec, tu sais, une job stable, puis le boss que j'avais était... Tu sais, m'a juste rappelé à quel point que j'ai de la misère, moi, à travailler pour quelqu'un. Tu sais, j'ai fait mon temps, je m'étais donné 1 an. Puis après 1 an, j'ai fait, écoute, je suis arrivée au bout de ce que j'avais à apprendre ici, fait que je vais quitter. Puis j'ai trouvé un autre emploi qui était correct aussi. Puis... Mais j'étais comme, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de sentir que je peux avoir
le pouvoir dans ce que je fais, tu sais, puis dans les projets dans lesquels je m'investis, puis... Fait que là, je cherchais, tu sais, une petite... J'aimais beaucoup, tu sais, tout ce qui est santé naturelle. Je me soignais avec des huiles essentielles, puis tu sais, des petits thés, je faisais du yoga. Fait que je me disais, comment est-ce que je peux être payée pour comme vivre comme ça? Fait que là, la massothérapie est arrivée. C'était un cours qui était pas très long. Moi, je suis pas trop... Tu sais, j'ai de la difficulté. J'ai un gros TDAH, là. Fait que j'ai de la difficulté à rester concentrée. Fait que pour moi, faire un plan d'études de comme 3-4 ans, c'est vraiment difficile à... Parce que je sais que je me tanne rapidement, puis je change d'idée, je change de projet, comme je change de bobette, là. C'est assez souvent. Fait que quand j'ai vu la masso, c'était comme un cours de 4 mois. Fait que j'ai fait « OK, on le fait ». Puis je l'ai fait. Puis là, après, ben, j'ai dit, OK, ben, pourquoi est-ce que je paierais quelqu'un? Parce que je travaillais pour quelqu'un dans sa clinique. Puis je la payais presque la moitié de ce que je gagnais pour mon massage. Puis je me disais, mais, tu sais, elle, ce qu'elle fait réellement, c'est qu'elle me prête un local, puis elle me trouve des clients. Mais moi aussi, je peux faire ça. Tu sais, j'aime faire des projets. Fait que là, j'ai trouvé un local, puis j'ai trouvé des clients. Fait que j'ai parti ma clinique. Ça n'a pas duré bien longtemps parce que j'ai ouvert ma clinique quand j'étais déjà enceinte de mon premier garçon. Puis pendant cette grossesse-là, je suis tombée en retrait préventif à comme 18 semaines. Heureusement, je travaillais dans un spa, fait que j'ai pu avoir la CNSST. Fait que là, moi, ça me permettait de prendre mon temps et tout. Et puis... c'est là que j'ai été confrontée pour la première fois à l'impact financier d'avoir un enfant. Où est-ce que c'était comme, aïe, OK, mais attends un peu, là. Moi, je suis habituée de... Tu sais, je vis pas avec beaucoup d'argent, mais je suis correcte, tu sais. Mais là, c'est de se dire, aïe, OK, ben là, je tombe... Oui, j'étais à 90% de mon salaire parce qu'il y a la CNSST. Un certain temps, là, mais c'est pas tout le long quand même. Exactement. Puis les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, habituellement, n'ont pas le droit à la CNSST. Moi, c'est juste que je travaillais dans un spa à ce moment-là, puis fait que j'étais salariée un petit peu, fait que ça a bien tombé, là, mais c'était vraiment des bonnes circonstances qui arrivent pas tout le temps. fait que là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce problème-là. Puis mon chum, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais pas de budget. Je gérais pas mon argent. Mes cartes de crédit étaient toutes loadées. Puis c'était comme, bof! Ah, bon! On checkera ça rendu aux impôts. Puis il m'a montré comment faire un budget. Puis je suis TDAH. Fait que quand j'embarque dans quelque chose de nouveau, j'embarque à 100%. Fait que là, je m'étais fait tout un gros truc de budget. Puis là, avec une planification annuelle. Puis j'ai mis quand même plusieurs heures, plusieurs années à bâtir cet outil-là. Puis ce qui fait que c'était la première fois que je voyais qu'un outil comme le budget était capable de me structurer. Puis ma vie changeait pas, là. Tu sais, j'étais quand même capable d'en profiter. J'étais capable de m'acheter les affaires que j'avais envie de m'acheter. On se privait pas nécessairement à l'épicerie non plus, mais j'avais une structure. Ce qui fait que je savais... Mettons, ça, c'est ce que j'ai besoin pour vivre. Voici le reste, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis là, on optimise. Fait que en dedans d'un an, j'ai réussi à rembourser presque toutes mes cartes de crédit, juste à avoir une structure. Après ça, on a commencé à économiser. J'étais comme, aïe, j'ai jamais eu autant d'argent dans mon compte. C'est incroyable. Puis, tu sais, je pourrais aussi juste partir sur un trip puis tout dépenser. Non. Parce qu'on a des projets, parce qu'on veut bâtir quelque chose. T'sais. Fait que c'était vraiment, aïe, je peux pas croire que... niaiseux de même. Bon, c'est sûr. Un budget, ça change pas l'économie. L'économie, en ce moment, c'est pas la même chose qu'en 2019-2020. Là. Mais à ce moment-là, j'étais comme, hey, c'est incroyable le pouvoir de juste être organisé. Surtout pour un TDAH, c'est pas quelque chose qu'on connaît bien. Ben ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, mon outil de budget, je l'ai gardé pendant... je l'ai encore, je l'utilise encore. Fait que... Mais c'est ça, pour revenir à mon congé de maternité, là, j'étais en mode, OK, là, on optimise. Là, on trouve, je veux tout savoir. Fait que là, j'ai lu le livre Elle investit. Ça m'a vraiment, là... D'ailleurs, je le recommande à tout le monde, là. Si vous l'avez pas lu encore, allez l'acheter. C'est tellement bien expliqué. C'est tellement... On retourne aux bases. C'est quoi un CELI? C'est quoi un REER? C'est quoi des investissements? C'est quoi des actions? C'est quoi des... Tu sais, c'est vraiment, là, à la base
pour vraiment là, bien comprendre des affaires que si tu connais pas ça, ça a l'air gros, ça a l'air des gros mots, puis on comprend pas, puis là, non, je comprends pas, fait que j'aime mieux pas le savoir. Mais elle permet vraiment à ce que, OK, non, mais c'est niaiseux au fond, là, tu sais. Fait que j'ai lu de plus en plus de livres aussi sur la finance, puis j'étais comme, hey, c'est vraiment intéressant! Full TDA. Full passionné. Oui, c'est ça, exact. Puis là, je me disais, pendant mon congé, je m'emmerdais un petit peu. Tu sais, quand bébé, il a comme 3-6 mois, tu sais, comme, il s'amuse, il est à terre, c'est une patate. Puis là, c'est ça. Puis mon cerveau, il a comme besoin de stimulation. Fait que je me suis dit, hey, je vais commencer à donner des conseils sur le budget. Un peu comme moi, mon chum a fait avec moi quand on s'est rencontrés, mais si je suis capable de le faire aussi à mon entourage, puis qu'eux aussi puissent améliorer leur situation financière, ce serait vraiment hot. Fait que là, j'ai commencé à offrir à des amis, à de la famille, « Hey, si tu veux, j'ai un outil de budget, j'aimerais ça offrir un service de planification financière. » Mais pas comme un planificateur financier, mais vraiment plus au niveau du budget, puis dans le day-to-day. Puis j'ai une couple d'amis qui ont embarqué là-dedans, puis c'était vraiment cool de voir, tu sais, sur le long terme, à quel point que ça l'avait... Ben, puis même pas si long que ça, là, que ça avait un impact sur leur vie aussi. Puis j'ai une de mes amies qui m'a dit récemment, ça doit faire, je pense, 1 an ou 2, là, 2 ans. Mon gars, il a 2 ans. Fait que ça fait à peu près 2 ans qu'on a fait le budget ensemble. Puis là, elle me racontait une situation où est-ce qu'elle dit « Hey, je suis rendue que je suis plus organisée financièrement que mes parents. » Puis c'est fou parce que j'ai l'impression de reprendre le pouvoir sur ma vie, tu sais, de me dire « Hey, ça, je peux pas me le permettre, mais par contre, tu sais, le mois prochain, je pourrais. » Là, ça marche pas. Ou prévoir d'avance comme « Hey, il va y avoir cette dépense-là qui s'en vient, je le sais, fait que je serai pas surprise, ça fera pas un trou. » Fait que, puis tu sais, j'ai de l'argent de côté un petit peu, j'ai un petit coussin, je commence à avoir un fonds d'urgence, puis... Fait que c'est... Tu sais, je trouve ça vraiment cool pour mon ami. Je trouve ça vraiment gratifiant de savoir que, tu sais, cet outil-là peut aider. Ben oui. Puis là, je me suis dit, là, faut que je retourne au travail, là. Mon RQAP est fini. Fait que faut que je trouve une façon d'être payée. Puis moi, je voulais pas charger pour offrir ce service-là parce que ça devrait être enseigné à l'école. Ça devrait être enseigné. Tout le monde devrait savoir comment gérer son budget. Fait que je me vois mal demander de l'argent pour parce que ça doit être universel, là, tu sais. Fait que là, je me dis, crime, fait que quand que j'ai entendu parler, justement, moi, je travaille pour Industriel Alliance. Donc, je suis conseillère avec eux. Puis, ben, c'est pas que je travaille pour eux, mais c'est que je vends leurs produits, puis je suis affiliée avec eux. Mais c'est dans ce travail-là, à travers le système de rémunération et tout, ben, ça me permet que je peux offrir ce service-là à mes clients. Fait que ça me permet de pas avoir à leur charger pour ce genre... Fait que c'était vraiment parfait. Puis là, plus que j'embarque dans la carrière, plus que j'en apprends encore plus, puis je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Fait que c'était super longue réponse pour, au final, comment je suis arrivée là. C'est un petit peu de fil en aiguille. Puis on verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais à date, j'aime beaucoup, beaucoup cette job-là. Je trouve que c'est gratifiant. Puis de savoir que tu as un impact positif dans la vie des gens. Parce que l'argent, là, il y a bien du monde qui a ça, là. Puis malheureusement, on en a, ou heureusement, là, mais on en a de besoin quotidiennement. Même qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, il faut dealer avec ça dans le quotidien. Fait que là, on a le choix de s'en occuper ou de faire du déni jusqu'à ce qu'on soit obligé de s'en occuper à un moment donné. C'est ça. Puis il vaut mieux pas arriver là, parce qu'après ça, tu as moins d'options, tu sais. Fait que... mais vaut mieux tard que jamais. Mais je comprends, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'après ça, c'est difficile aussi parce que l'argent, c'est nos moyens. Moi, je vois l'argent plus comme une énergie où est-ce que, c'est j'ai travaillé pour toi, tu m'as donné ça, maintenant, j'utilise ça pour vivre, pour optimiser ma vie et tout. Fait que c'est sûr que c'est stressant de faire confiance à quelqu'un puis de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, parce qu'il y a du monde qui veulent pas nécessairement notre bien. Il y en a que oui, il y en a que non, mais comment est-ce qu'on est capable de le départager? C'est sûr, c'est stressant. C'est sûr. Fait que c'est sûr qu'il y a une responsabilisation aussi qui doit être faite individuellement, d'avoir au moins des bases. Tu sais,
Puis pas de jugement, là, mais tu sais, si tu as de la difficulté à comprendre la différence entre un CELI, un REER, un R3E, un compte chèque, un compte épargne, au moins commencer là, tu sais. Ouais. Au moins commencer avec cette base-là pour pas se faire avoir par des gens qui n'ont pas nécessairement à cœur notre bien. Mhm. D'ailleurs, ça serait quoi tes conseils pour les nouveaux parents ou futurs parents Mhm. pour partir sur des bonnes bases? Ouais. Ben, je pense que le secret... Le secret... Le secret. Le secret. Ben, le secret des couples heureux, c'est la communication. Mhm. Fait que l'argent, autant l'argent que l'éducation des enfants, que mes valeurs, que mes rêves, tout ça doit être communiqué dès le départ. Fait que je pense que c'est important d'être capable de communiquer au sujet de l'argent avec notre partenaire. Mhm. Même si c'est un sujet qui est difficile à aborder, on trouve des moments pour le faire. T'sais. Moi, avec mon conjoint, on a nos dimanches matins, c'est nos réunions familiales. Fait que, on fait ça dans le salon, on boit notre café, puis là, on revient sur la semaine d'avant, sur la semaine prochaine. Y a-tu, dans l'horaire, y a-tu des trucs, y a-tu des rendez-vous, des affaires qu'il faut que je sache? Puis après ça, ben, des fois, on aborde des sujets qui sont difficiles à aborder, mais c'est qu'on a un moment qui est prévu pour ça. Ouais, c'est un moment neutre. On n'arrive pas dans ce moment, tu sais, on n'arrive pas déjà chargé à bloc d'un événement qui est arrivé fait qu'on est déjà neutre, on est capable de discuter. Puis quand on sent que le niveau d'émotion commence à monter puis il commence à être un peu trop difficile à gérer, on arrête puis on en reparlera un autre moment. Prendre une gorgée de café. Exactement. On change de sujet, on reviendra la semaine prochaine. De toute façon, il n'y a pas de rush à régler ça. Mais tu sais, de parler, moi, en tant qu'individu, c'est quoi mes rêves? C'est quoi mes objectifs? Où si je me vois, moi, personnellement, dans 20 ans? Mais aussi, en tant que partenaire, où est-ce que je nous vois dans 20 ans? C'est important de rêver à deux, tu sais. C'est important de vouloir bâtir quelque chose en famille, donc d'avoir des buts communs, mais c'est important aussi d'en avoir des individuels, tu sais. On devient pas... tu sais, juste... La famille ne devient pas qui tu es, là. Tu restes quand même une personne à part entière. Puis c'est de parler aussi... Ben toi, comment tu vois ça, je sais pas moi, investir à la bourse? Tu sais, comment... ben, je me rappelle au début, quand je parlais avec mon chum, lui, il était moins chaud à l'idée. Puis ben, c'est correct, tu sais, mais moi, je trouve que c'est important pour telle raison. Puis toi, pourquoi est-ce que tu es moins d'accord? Est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente? OK, ben, nos placements, mettons, à la place d'aller vers ceux-là, on pourrait aller vers ceux-là. Puis, fait que, tu sais, c'est juste de s'écouter. Puis quand on se prépare à avoir un enfant, habituellement, là, après, je vais faire une grosse généralisation, mais habituellement, maman est la personne qui va prendre le congé le plus long. C'est pas toujours le cas, mais il y a toujours au moins un parent qui va prendre le congé le plus long. Fait que c'est aussi de prévoir un peu comment est-ce qu'on va gérer ça. Comment est-ce que... Est-ce que tu vas contribuer à mes REER pendant que moi, je travaillerai pas? Pendant que je vais tomber à 70-50% de mon revenu? Parce que c'est important. Moi, je fais le sacrifice de ma... c'est 1 an de carrière où est-ce que j'avance pas dans ma carrière. C'est 1 an où est-ce que j'ai pas les mêmes revenus. Mais c'est aussi 1 an où est-ce que j'ai une pénalité au niveau de mes REER parce que les droits de cotisation REER, c'est basé sur 18% de l'année d'avant. Fait que si habituellement, je fais du 45-50 000, puis que là, cette année, je tombe à 12 000, bien, mon droit de cotisation REER, là, il sera pas aussi élevé que d'habitude. Fait que déjà qu'on a de la pénalité, mais si en plus, j'ai pas la capacité d'épargner, puis je peux pas contribuer pendant ce temps-là, mais c'est une année où est-ce que, mettons que j'avais eu le droit, je sais pas moi, de mettre 7 000 cette année-là. Je l'ai pas mis. D'habitude, je le mets tout le temps. Je l'ai pas mis, mais c'est 7 000 que, là, c'est juste 7 000, mais dans 20 ans, ce 7 000-là, ce qu'il aurait fait... Il aurait fait un impact quand même sur ma retraite. Fait que c'est pas juste dans le moment présent, mais c'est aussi le coût du futur. C'est ça, le coût de renonciation. Donc, il y a ça. Puis c'est de voir aussi, ben, parce que des fois, il y a des parents qui veulent que après ça, un des parents reste à la maison puis fasse, tu sais, de pas avoir de garderie et tout, devenir parent à la maison. Mais c'est important qu'on discute déjà d'avance de ces choses-là, puis qu'on dise, ben, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis pas d'accord?
Si oui, c'est quoi notre entente là-dessus? Tu sais, faut pas que ce soit arrivé devant les faits. Ah ben là, on s'était dit qu'on allait faire ça. Ouais, mais puis tu sais, le consentement, c'est quelque chose qu'on peut toujours retirer aussi, là. Tu sais, autant en sexualité, mais autant en finance, c'est la même chose. Ou est-ce que, oui, on s'était dit ça au départ, mais j'ai le droit de changer d'idée. Peut-être que ça convient plus à un moment donné. Exactement. Fait que si déjà on part avec l'argent, c'est tabou, on n'en parle pas, puis là, t'arrives dans une situation où est-ce que là, je suis vraiment pas confortable, mais je le sais que je suis pas capable d'en parler, bien là, ça peut s'accumuler, puis tu sais, là, ça a des impacts énormes. Là. Fait que c'est important de parler, même si c'est tough, puis plus qu'on se pratique, plus ça devient facile. Ouais. C'est bon pour toutes les sphères qui touchent le couple, les relations. Exactement. Puis moi, il y a une chose qui m'avait marquée quand j'ai accouché de mon premier enfant, tu sais, c'est que à quel point on est bombardé après d'offres de R3E, de bourses d'études. Puis tu sais, on n'a pas la tête. En tout cas, moi, j'avais pas la tête à ça vraiment. J'y connaissais rien en plus. Je savais juste, j'aimais l'idée de mettre de l'argent de côté pour mes enfants, pour leurs études. Fait que je me disais, oui, il y a un régime épargne-études, c'est cool. Mais après ça, c'était tout mélangé. Les gens, ils appellent, ils laissent des messages, ils rappellent. Puis, tu sais, je me souviens de la première rencontre que j'ai eue avec une personne. Tu sais, j'ai pas magasiné, j'ai pas posé de questions tant que ça. J'ai posé des questions à la personne qui venait me vendre, finalement, une bourse d'études. Mais moi, je pensais que c'était un régime épargne-études parce que c'était comme vendu comme tel. On fait quoi avec ça? Ouais, c'est sûr, c'est touché. Tu sais, quand on est enceinte, on a beaucoup de temps. Fait que souvent, on se fait bombarder des coupons, des petits paniers cadeaux, des trucs. Fait que faut juste savoir que quand on donne nos... Tu sais, il n'y a rien de gratuit dans la vie, là, tu sais. Fait que quand quelque chose est gratuit, c'est parce qu'à quelque part, c'est toi le produit, là, tu sais. Fait que puis je dis pas de refuser ces cadeaux-là, puis tout, là, tu sais, je veux dire, ça peut vraiment aider d'avoir une boîte de couches de plus ou une boîte de lait parce que c'est cher, tu sais. Puis tu veux essayer, puis je comprends 100%, mais quand tu donnes tes informations là-dessus, ben après ça, tes informations, elles se ramassent disponibles dans des listes, puis après ça, tu te fais bombarder, c'est sûr. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce qui est important, c'est un petit peu comme je disais tantôt, c'est de soi-même avoir au moins une petite base. Puis surtout de ne pas se laisser... pas se laisser comme convaincre rapidement. Tu sais, quand tu viens d'accoucher, là, ton R3E, là, ça peut attendre. C'est pas une urgence. Tu peux attendre 2, 3, 4 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas... Parce que tes années que tu as perdues, tu peux les rattraper. Fait que c'est vraiment pas une urgence. Fait que si tu te sens que c'est comme là, le signe là, puis tu sais qu'il y a une urgence, de la pression. T'as pas le droit de réfléchir, t'as pas le droit de... T'es pas obligé... Même que... T'es pas obligé de signer on the spot. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de magasiner aussi les entreprises, tu sais. Chaque entreprise, chaque institution financière va avoir une façon de faire différente. Ça reste un R3E, là, tu sais. Fait qu'il n'y a pas une compagnie qui a le droit d'avoir plus de subventions qu'une autre. Tu sais, c'est régi par le gouvernement. Fait que si, par exemple, Banque nationale, ils ont le droit à 30 %, mais chez RBC, tu vas avoir le droit à 30 %. Chez Industrielle Alliance, tu vas avoir le droit à 30 %. Tu sais, ça va être la même... Il n'y a pas personne qui a le droit à... Ah, parce que moi, je suis une autre compagnie différente, j'ai le droit à plus. Ça n'existe pas. C'est ça, mais ça, c'est quand on parle de R3E, parce que là, quand on tombe dans les bourses d'études, puis ça, c'est un autre... Tu sais, c'est un autre... moi, j'ai envie de dire, faites attention. Tu sais, je vais pas nommer de nom, mais de poser des questions puis de vous assurer que ce qu'on vous vend, c'est bien un R3E puis pas une bourse d'études. Ou en tout cas, peut-être vous êtes intéressé par une bourse d'études, mais que vous sachiez au moins qu'est-ce que ça l'implique. C'est ça. Parce que, ben moi, je suis tombée dans le piège, puis j'ai découvert juste comme l'année passée, parce qu'un conseiller financier m'a dit
attention, là, toi, tu penses que c'est un R3, mais c'est pas ça, c'est une bourse d'études. Puis j'ai beaucoup de difficultés à récupérer cet argent-là aujourd'hui. Ouais. Puis là, j'ai fait le switch, puis il est pas trop tard. Tu sais, comme, je pense, dans le fond, ce que j'ai pas fait il y a plusieurs années, je le fais maintenant. Ouais. C'est important de faire face à un moment donné, puis de déposer les questions, puis de s'assurer qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, puis dans quoi qu'on s'embarque. Exact. Mais surtout, tu sais, c'est pour ça, on n'est pas pressé. C'est ça, tu sais, quand on vient d'accoucher, tu tombes à 70 % de ton salaire. Après ça, au cours des prochains mois, tu vas tomber à 50, je pense que c'est 55 %. C'est pas le temps de t'embarquer dans des paiements là, qui te mettent à la gorge puis tout. C'est pas une urgence. Dans quelques mois, là, tu vas retourner au travail, tu vas avoir ton plein salaire, tu vas être capable de... Puis surtout, tu vas avoir plus la tête à ça. Prends le temps de réfléchir, puis de poser les bonnes questions, de se renseigner autour de soi. N'hésitez pas à aller dans les institutions financières aussi, poser les questions, puis il y a... Oh Dieu, excuse-moi, la grossesse. Mais c'est ça, c'est de ne pas avoir peur. Puis si tu veux un régime d'épargne-études, sur tes formulaires, il faut à quelque part, ce soit écrit « Régime enregistré d'épargne-études », qu'on fasse la demande pour le bon d'études canadien. Tu sais, comme c'est des documents gouvernementaux avec le petit symbole du Canada, le petit symbole du Québec. Il y a des documents officiels à signer pour faire l'ouverture de ces comptes-là. Fait que si tu fais l'ouverture puis que tu vois « Oh, il n'y a rien de... » Ben moi, sur mes papiers en plus, puis dans les courriels encore à ce jour, c'est écrit R3E. Fait que c'est pour ça que je dis, il faut vraiment faire attention. Il n'y avait pas le symbole gouvernemental, par contre. Fait que ça, c'est un bon cue, de regarder ça. Puis effectivement, moi, j'avais reçu un document qui me disait que je pouvais avoir le bon de 5... Bon d'études canadiennes. Oui, c'est ça. Je sais pas trop, là, qui vient directement avec quand tu t'inscris dans une institution financière. Mais moi, j'avais comme pas fait le lien que je faisais pas affaire avec une institution financière. Puis en tout cas, puis j'avais vu sur des groupes de parents qu'il y en a qui avaient pris la même chose que moi, mais je pense que dans le fond, on le savait juste pas, tu sais. Puis comme c'est écrit régime épargne-études partout, je sais pas si on le droit de faire ça. C'est en tout cas, je suis pas avocate, mais donc oui, c'est ça. Fait que de regarder. C'est ça, de faire attention, de se renseigner, de pas être dans le rush non plus, puis tu sais. Ce qui est important, dès le départ, c'est des assurances-vie. Si tu as à mettre de l'argent à quelque part, là, puis je parle, si tu as les moyens financiers de te le permettre, tu peux aller direct avec la Cadillac, puis mettons les assurances-vie qui augmentent, puis avec participation, parce que c'est des super beaux produits, mais c'est pas... Ce qui est important, c'est d'avoir au moins une base, là, que s'il t'arrive quelque chose à toi, aux coparents, à ton enfant, que tu es capable de supporter cette perte qui est immense, mais financièrement. Puis que tu vas pas perdre ta maison, que tu vas pas perdre tout ce que tu as pour, en plus, non seulement tu as un deuil à faire, mais en plus, tu as un poids financier. Fait que, tu sais, mettons du temporaire, là, c'est bien en masse. Ça coûte pas cher. Les enfants, en plus, c'est vraiment pas cher. Puis en plus, quand on est parents, bon, il y a des parents qui sont un petit peu plus âgés, mais souvent, quand la majorité des gens, dans la vingtaine, trentaine, fin trentaine, ça coûte pas cher des assurances temporaires. Là, fait que, puis souvent, on est en bonne santé, donc c'est le temps de les prendre là. Ça coûte pas cher, puis en plus, ça met comme une paix d'esprit de se dire que, parce que, mettons, si on perd notre enfant, la CNESST dit que ton employeur doit te payer 2 jours de travail. Puis après ça, tu as le droit à... Après ça, il faut que ton deuil soit fait. C'est ça. Puis après ça, c'est à tes frais, tu as le droit de prendre jusqu'à 2 ans. Mais techniquement, selon les normes du travail et tout, c'est 2 jours. C'est fou, C'est incroyable. Tu perds ton enfant lundi, puis mercredi, il faut que tu retournes puncher. Si tu n'es pas capable financièrement de supporter ça. Après ça, probablement que tu vas tomber en dépression, puis tout. Là, si tu as des assurances invalidité, au moins, il y a ça. Mais c'est juste de s'offrir cette paix d'esprit-là, de se dire, hey, je vais prendre le temps. Même chose si ton conjoint, ta conjointe décède, c'est à peu près les mêmes choses. Fait puis surtout, si on a en plus des engagements financiers, c'est important
tu sais, je pense que c'est avant qu'on enregistre, je disais Ouais. ça, tu sais, avec mon chum, je disais, on est trop pauvres pour pas avoir d'assurance. Oui, c'est ça. c'est Ben c'est que oui, s'il arrive absolument. quelque chose, mettons, mon mari décède, là, on est mariés, c'est différent, mais admettons qu'on était conjoint de fait, mon mari mon conjoint, Ouais. mon conjoint décède, on a un enfant, ben c'est mon enfant qui hérite de la partie de la maison de mon conjoint. Mhm. Fait que moi, je dois lui racheter à mon enfant cette partie-là. Ça veut dire que seul, je dois repasser au financement, faire refinancer, puis racheter la portion de mon conjoint décédé selon la valeur marchande actuelle. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est de revoir, en fait, un prêt par soi-même. T'es-tu capable de le supporter? Puis c'est pas juste ça, est-ce que la banque va te le prêter? Mhm. Fait que ça se peut qu'il faut vendre la maison, puis emménager dans un... Fait que, en plus, ben là, t'as perdu ton conjoint, faut que tu vendes la maison, faut que tu déménages dans un appart, faut que... Tu sais, c'est tellement, tellement de stress, là, que c'est pas cher payer un petit 20-30$ par mois juste pour te dire, gars, s'il arrive de quoi, au moins, on est correct, tu sais. Oui, puis c'est que, tu sais, c'est ça, ça peut changer en cours de route selon les besoins. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, je pense que moi-même, je le réalise un peu en discutant avec toi, en fait, là, tu sais, que moi, je me disais, je vais attendre d'être capable de me payer la Cadillac. Ouais. Tu sais, puis là, quand je serai capable, ben, fait que moi, j'ai attendu des années. Maintenant, j'en ai une assurance vie, mais j'ai attendu des années. Ouais. Parce que j'étais comme, ben non, j'ai pas les moyens. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment de savoir comme à quel point ça vaut la peine. Puis comment ça. tu peux commencer avec quelque chose qui te coûte pas cher, qui est accessible. Puis Ouais. qu'au fur et à mesure que les besoins changent, ben tu la modifies dans le C'est fond. ça. Tu sais. Exactement. Puis surtout, quand tu te prends une assurance vie temporaire, souvent, tu as un droit de transformation. Ça veut dire que, admettons, bon, moi, dans mon cas, j'ai pris une assurance de 500 000 Je l'ai pris à 28 ans. Ça me coûte dans les alentours de 24$ à peu près. Mais quand que je vais arriver dans une situation financière qui est différente, ben, je vais pouvoir prendre soit une portion ou la totalité de cette assurance-là, puis la transformer dans un produit de Cadillac, sans avoir à repasser au travers tout le questionnaire de santé. Fait que ça t'assure aussi une assurabilité où est-ce que, ben, peut-être dans les 10 prochaines années, je vais avoir un diagnostic de cancer, je vais peut-être avoir... Puis ça va peut-être être minime, là, tu sais, ou peut-être pas, mais au moins, ça va s'assurer que je vais quand même avoir le droit de m'assurer. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Ben Je veux oui, dire, absolument. il n'y a pas personne qui prévoit un matin et dit « Ah, il me semble aujourd'hui, je serais malade. » Fait que c'est ça. Au moins, ça permet, mais effectivement, il y a comme une espèce de pyramide, là, des priorités. La base, c'est vraiment assurer notre situation actuelle. Ouais. S'assurer que peu importe qu'est-ce qui arrive, on va pas redescendre ou on va pas se ramasser à faire faillite avec des dettes à la rue ou quoi que ce soit. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, ben là, on peut aller plus, justement, de l'investissement ou là, OK, ben peut-être on va acheter une maison, peut-être... Mais la base, c'est de s'assurer d'avoir au moins une petite assurance qui couvre le minimum, avoir un fonds d'urgence, essayer de se débarrasser le plus possible de nos grosses dettes. Puis après ça, ben on monte. Une fois qu'on a s'est débarrassé de nos dettes, on a notre fonds d'urgence, on a notre base, ben là, on pourrait commencer peut-être à penser à investir, mettre un peu plus d'argent de côté. On a-tu un projet, un voyage qui s'en vient? Là, on commence à... Puis une fois que ça c'est fait, ben là, on peut continuer à monter et tout. Puis c'est ça. Fait que ça prend la base. Là. C'est comme la pyramide de Maslow. Là, oui. Avant de penser à faire de la philosophie et tout, ben il faut que tu manges. Un toit, mange, habille-toi. Exactement. Ouais. Puis quand tu rencontres les gens, toi, tu poses plusieurs questions, tu veux savoir, tu veux connaître un peu l'historique de la personne que t'accompagne, tout ça. Puis tu t'intéresses à savoir d'où viennent ces personnes-là, leur milieu familial, c'est quoi les mythes ou les préjugés qui sont en place. Qu'est-ce que tu observes, toi, par rapport à ça? Ou c'est quoi les... Oui. Bien, je vois que, dans le commun des mortels, il n'y a pas énormément de gens qui ont déjà des bonnes bases. Mais les gens, de plus en plus, sont ouverts à en apprendre. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Mais il y a aussi
sais, la situation financière des parents va pas nécessairement dicter leur éducation financière, l'éducation financière des enfants. Ce que je veux dire, c'est pas parce que tes parents avaient bien de l'argent que nécessairement ils t'ont transmis une bonne éducation. Mais c'est pas parce que non plus tes parents avaient une mauvaise situation financière que nécessairement les enfants ont des mauvaises connaissances. Des fois, c'est juste la vie qui fait qu'il y a des bad luck qui arrivent, il y a des choix peut-être qui n'auraient pas dû être faits, que tout le monde fait des erreurs dans la vie. Là. Des fois, c'est le statut social aussi qui va faire que ça va être plus difficile pour certaines personnes, mais que les bases sont là. T'sais. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est surtout de savoir quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est de savoir un petit peu, ben, toi, quand tu étais jeune, c'était quoi le rapport de tes parents à l'argent? Comment est-ce qu'ils t'en parlaient? Toi, comment t'as vécu ça? Pour voir aussi un peu c'est quoi les préjugés que les gens ont déjà d'avance. Tu sais, justement, est-ce que pour eux, les assurances, c'est toutes des voleurs, puis c'est toutes des si, puis qu'on n'a pas besoin de ça? Ouais. Ou est-ce que, au contraire, tu sais, j'en rencontre des gens qui sont surassurés, que pour eux, ils ont tellement d'anxiété financière qu'ils prennent tout, la Cadillac, puis là, ils ont 6 CELI, puis là, tu sais, ils stressent, ils ont une petite dette sur leur carte de crédit, puis là, l'anxiété, elle monte, puis... Fait que t'as vraiment de tout, mais j'aime ça regarder un petit peu le background pour voir, ben la personne, elle en est rendue où dans cette éducation-là? Est-ce qu'elle a reçu une bonne éducation des parents, peut-être à l'école? Ou est-ce que c'est une éducation qu'eux-mêmes ont dû aller chercher? Puis où est-ce qu'ils en sont rendus avec cette éducation-là? Puis il y en a aussi qui ont juste aucun intérêt. Puis c'est correct, tu sais. Ben Nous, les professionnels de la finance, on est là pour ça. On s'occupe des finances pour les gens, mais encore une fois, ça prend moins des bases. Tu sais, pour pas te faire entourlouper, comme on dit. Oui, puis j'imagine c'est important de mettre en lumière ces croyances-là qu'on a par rapport aux finances. Tu sais. Oui. Moi, j'ai réalisé que j'en avais aussi à un moment donné, tu sais, puis celle que moi j'avais, qui venait de ma famille, en fait, tu sais, c'est que l'argent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'amour, puis être ensemble, puis faire ce qu'on aime dans la vie, tu sais. Ouais. Comme si l'un était comme contradictoire à l'autre. Puis moi, ben mes premières études, tu sais, j'ai étudié en théâtre au début, puis après ça, j'étais allée en éducation spécialisée, fait qu'en relation d'aide. Fait que mes valeurs de faire ce que j'aime, puis travailler avec les autres, puis tu sais, comme être dans mon cœur, c'était contradictoire avec l'idée d'aimer mes finances, par exemple. Là, à un moment donné, je l'ai réalisé, puis je me suis dit, OK, ça n'a pas rapport. Là, non, c'est ça. Tu peux être bien structuré, puis avoir de l'argent, puis réaliser tes projets. Tu n'es pas obligé d'être endetté pour faire ce que tu aimes dans la vie ou pour travailler avec ton cœur. C'est absolument vrai, 100%. Je suis clairement pas la seule. Non, c'est ça. Puis, ben, moi aussi, j'étais comme ça, plus jeune. Là, moi, ma mère, je viens d'un milieu... quand même assez aisé. Ma mère, elle a eu une belle... Je dis ma mère, mon père est décédé quand j'avais 18 mois. Donc, ma mère m'a élevée seule, comme une fearless boss woman qu'elle est. Donc, puis, tu sais, elle s'est toujours battue pour... elle était dans les ressources humaines, elle était dans des postes de direction, puis tout. Elle s'est toujours battue pour avoir un salaire équitable à ses collègues et tout. Tu sais, ça a été, en tout cas... Ça pourrait être pour une autre fois, là, mais ça a été un parcours que, étant jeune, moi, je lui en voulais beaucoup, parce que, justement, on passait pas beaucoup de temps ensemble. Puis, moi, j'ai été pensionnaire aussi, par choix. Donc, j'ai été... toute la semaine, je passais la semaine à l'école, je revenais la fin de semaine. Fait que, on passait pas énormément de temps ensemble. Mais ma mère, elle a, tu sais... j'ai toujours été confortable, j'ai toujours eu ce que je voulais, mais en grandissant, j'ai pas eu d'éducation financière, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de là aussi que je dis, c'est pas parce que tes parents ont nécessairement de l'argent que nécessairement tu viens avec une éducation financière. Des fois, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses par toi-même. Mais ce que ma mère m'a appris, c'est que l'argent, justement, c'est quelque chose qui va et qui vient. Tu sais, c'est quelque chose... Ça circule, c'est en mouvement. Exactement. Puis des fois, t'en as, des fois, t'en as pas. Mais c'est pas
si grave. Là. Après, ça dépend à quelle mesure. Là. On s'entend, je pèse mes mots. Mais que... moi, personnellement, j'ai jamais eu d'anxiété liée nécessairement à ça. Fait que ce qui fait que... Puis peut-être que pour toi aussi, ce qui fait qu'on est allé peut-être dans des emplois ou dans des styles de vie qui font que, ben, même si on vivait pas d'argent, ben, c'est pas grave. Ouais. On aura un moment donné ou... Avant d'avoir des enfants aussi, tu sais, ça aussi, ça change dans le sens que moi, quand j'étais toute seule puis que j'avais juste, moi, j'aurais pu dormir dans une petite cabane. Tu sais, j'avais comme pas besoin de grand-chose. Fait que j'avais pas nécessairement j'avais moins cette insécurité-là. Je faisais aussi beaucoup de déni parce que c'était très confortable. Là. Je me disais, tu sais, plus tard, je sais pas. Puis, tu sais, c'était un peu tabou pour moi puis j'aimais pas parler de ça non plus. Ouais. J'avais beaucoup de crédit, là. J'étais comme, c'est le moment présent, l'important, tu sais, puis comme ce qu'on est en train de vivre, tout ça. Mais quand je tombais enceinte, ça a changé la donne. Parce que là, penser à moi, c'est une chose, mais on dirait que pour mes enfants, mon regard était complet. Là, je voulais plus prendre aucun risque qui aurait de l'impact sur eux, tu sais. Fait que là, j'ai vraiment comme changé. Mais c'est le niveau de responsabilisation qui vient vraiment différer. Moi aussi, je pourrais dormir dans une cabane dans un bois pendant 2 mois puis manger mais je supporterais pas de voir mes enfants dans cette situation-là. Fait que, mais c'est qu'il y a pas de... Il est jamais trop tard, tu sais, pour apprendre, puis pour s'informer, puis pour changer les choses. Puis c'est ça, il est jamais trop tard. On peut toujours améliorer les choses. Puis encore une fois, je le sais que le contexte économique actuel est vraiment difficile. Tu sais, fait que je sais que there is so much we can do, là, mais juste d'avoir au moins... Moi, je me rappelle, là, encore une fois, l'espèce de haha moment, là, de... Quand j'ai mon budget, là, après quelques mois, de me dire « Hey, je peux pas croire, c'est niaiseux de même, un budget. Jamais j'aurais pensé que ça aurait autant... Mais c'est juste d'avoir une organisation. » Tu sais, c'est... Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé de Guillaume Dulude, le chercheur, je suis un chercheur d'art, qui parle de communication, puis tu sais, c'est vraiment au niveau de l'énergie. Tu sais, il parle que la communication, tu sais, il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait un but. Puis si t'as pas de but, ben c'est là que tu perds de l'énergie. Puis je pense que l'argent, ça s'applique beaucoup à l'argent, où est-ce que si t'as pas de but, t'as pas d'objectif, t'as pas un endroit où est-ce que tu veux aller, ben c'est là que ça fuit, tu sais. Fait que, tu sais, moi, quand que je fais du budget, justement, c'est vraiment important qu'on se fixe au moins un objectif annuel. Où est-ce que tu veux être l'année prochaine? Puis des objectifs qui sont plus petits, à plus court terme, dans 3 mois, dans 6 mois. Y a-tu des choses que tu as envie de réaliser? Puis au pire, on dream big, puis on y arrive pas, puis c'est pas grave. On le refera l'année prochaine, puis on sera juste un peu plus proche d'y arriver. Puis... Mais c'est important de se fixer, puis ça revient... Tu sais, tout est dans tout, là. Ça revient à ce que je disais au début, de parler en couple aussi, de se fixer des objectifs, de rêver à 2, de voir, moi, où est-ce que je veux être. Puis le budget, ça permet de mesurer ces choses-là. Ça permet de quantifier, puis ça peut être vraiment stressant de le faire au début parce que, tu sais, moi, personnellement, j'avais peur de voir que j'arrivais dans le négatif. Puis ça arrivait dans le négatif, je te le dis. Parce que, justement, j'avais pas de structure. Fait que tout partait d'un bord puis de l'autre. Mon Dieu, j'arrête pas d'accrocher le micro. Mais tout partait d'un bord puis de l'autre. Puis quand j'ai fait mon budget, c'était comme, bon, ben là, OK. Là, il y a tant qui rentre. Puis là, je sais que j'ai tant qui sort. Fait que là, je le sais qu'il faut que j'aille absolument tant. Puis après ça, le reste, bon, ben là, je vais m'en mettre un petit peu. Je me rappelle, on avait avec mon mari notre fun fund. Mon le fun. Fait qu'on avait notre petit compte, là, où est-ce qu'à toutes les semaines, on mettait genre 25$ là-dedans. Puis c'était pour faire des sorties, aller au resto. Puis des fois, on était, mettons, quelques semaines sans sortir ou sans faire de trucs le fun, mais ça montait. Fait que là, on pouvait, hey, on va-tu genre en camping, on va-tu faire de quoi? Mais c'est on peut bien plus apprécier cette activité-là parce qu'on sait qu'on a l'argent pour le faire. Puis que c'est pas... Ça c'est pas un problème qui est pelleté vers l'avant ou est-ce que, on gérera ça une fois que le relevé de carte de crédit va arriver, tu sais. Fait que c'est vraiment gratifiant pour ça de juste
Puis même si c'est pas beaucoup, puis au début, excuse-moi, là, je pars vraiment Mais non, je passe ça va. du coq à C'est l'âne. parfait. Mais je me rappelle au début, quand je faisais mon budget, justement, tu sais, on voyait à tous les mois, on s'endettait de plus en plus. Mais que tu t'endettes ou que tu arrives à épargner, ton budget, il est neutre. Il fait juste un reflet de la réalité. Puis vaut mieux le savoir Ben oui. que justement parce que là, tu peux poser des actions concrètes pour faire une différence, tu sais. Absolument. Fait que moi, ça a été vraiment mon game changer. Je pense que ça revient à avoir le courage de faire face aux inconforts, faire face aux peurs. C'est, tu sais, comme dans n'importe quoi. Tu sais, quand tu disais tout est dans tout, puis on parle de communication, on parle de finances. En fait, souvent, les gens sont un peu drivés par les peurs. Tu sais, c'est comme si j'ai peur de faire face à... Puis des fois, c'est des petites choses qui représentent pas mal plus qu'on pense. Là, tu sais, être dans le négatif, ça représente quoi, tu sais, dans le fond, pour toi? Ou comme, tu sais, les dettes, ou comme, peut-être je vais faire face au fait que je gère mal mon argent ou que je fais des mauvais choix ou qu'un paquet d'affaires, puis souvent, c'est tout ça qu'on veut pas voir, tu sais, ou que je suis en train de reproduire un pattern de mes parents ou de whatever, tu sais. Mais c'est que ces inconforts-là ou toutes ces affaires-là, ils existent pareil, tu sais. On peut en parler ou pas en parler, mais c'est là quand même. C'est ça. Fait que c'est comme de prendre conscience qu'on a des inconforts, on a des peurs, ça génère des stress, mais on peut y faire face puis les transformer ou continuer de faire comme si c'était pas là puis que ça guide notre vie, finalement. C'est ça. C'est comme être sur un bateau, mais tu sais pas s'il coule ou pas. C'est on verra. C'est ça. Mais j'aimerais bien mieux savoir que mon bateau il coule pour se dire OK, mais là, on a-tu on peut-tu le patcher? On a-tu des canaux de sauvetage? On peut-tu appeler quelqu'un? On peut-tu. Fait que, tant que tu sais pas qu'il y a un problème, c'est difficile d'essayer de trouver des solutions, tu sais. Mais. Fait que c'est sûr que pour ça, c'est important, mais. Je sais que ça fait un bout qu'on en a parlé, mais tu sais, dans les conseils vraiment pour les parents, là, ou les futurs parents, c'est aussi à travers ce budget-là, tu sais, moi, j'attends mon enfant dans les prochains jours, là. Mais j'ai tout fait, ma planification financière, on est en janvier, je l'ai faite pour toute l'année. Fait que je le sais combien à peu près je vais avoir de RQAP. Je sais ça va être quoi l'impact sur mes finances cette année. Je sais que l'année passée, parce que j'ai fait mon budget l'année passée, je sais l'année passée, on en était où. Je sais à quoi m'attendre cette année. Fait que j'ai pu faire des ajustements, renégocier certains, les télécommunications, mon téléphone, regarder, y a-tu des meilleurs trucs ailleurs? Il y avait mon prêt sur mon auto. Ben, je me suis dit, hey, moi, j'ai fait une stratégie différente. Je la paye avec une marge de crédit personnelle plutôt qu'un prêt auto. Parce que quand on a acheté l'auto, on savait qu'on voulait un autre enfant. Fait qu'on savait qu'on avait besoin d'une flexibilité de paiement. Fait qu'on est allé vers cette option-là. On avait la chance d'être accepté quand même, là, d'avoir cette marge-là. Fait que là, je me suis dit, rendu en fin d'année, je sais que j'ai à peu près tant de lousse. Je vais faire un gros paiement comme ça. Mes paiements, plutôt que de payer, par exemple, 600 par mois, ben là, je paye 300. Fait que c'est de s'adapter puis de se dire, qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui pour enlever un peu pour donner du lousse, tu sais. Puis, malgré que je vais être à 70, 55%, c'est sûr 55, ça va être un peu plus rough, là. Mais je le sais que d'ici décembre 2026, ben, je vais avoir économisé tant. Si le plan est bon, je vais avoir économisé tant. Je vais avoir remboursé tant sur mes dettes. Ou je vais avoir ajouté tant à mes dettes. Que je vais être rendu là sur mon prêt hypothécaire. Que je vais être rendu... Puis, ce qui est le fun, c'est de prendre une photo en début d'année pour que l'année prochaine, quand tu refais ton budget, tu reprends une photo. Puis là, tu es capable de voir, quantifier les changements, puis de voir la progression qu'on a faite. Puis ça, c'est motivant. Fait que oui, peut-être tu es endetté. Peut-être tu continues à t'endetter, mais c'est le fun de voir, en 2026, j'ai passé de 10 000 $ de dette à 7 000. C'est pas beaucoup, mais c'est un premier pas. C'est un progrès quand même. Exact. Puis c'est de célébrer ces petites victoires-là. Puis un autre conseil aussi, c'est d'épargner puis de faire rentrer son épargne comme une dépense. Oui. Moi, j'adore ce concept.
Explique. Mais c'est qu'il y a des gens qui sont meilleurs pour payer des dettes, payer des factures, plutôt que d'épargner. Parce que il y a des gens, tu sais, je pense que c'est vraiment deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vont se dire, ben je vais épargner ce qui reste. Fait que quand il en reste pas, t'es dans... C'est rare qu'il en reste. Ou, mettons, il y a un mois qui va rester 25$. Il y a un mois, il va rester 400$. Il y a un mois... Mais là, c'est de ne pas avoir, mettons, assez de structure. Ça fait que on va aller repiger dans mes épargnes. Parce que là, j'avais oublié de prévoir, il y a telle affaire qui s'en vient. Puis là... Fait que c'est juste de faire de l'épargne systématique. C'est une des meilleures affaires pour grossir de plus en plus son épargne parce qu'on y pense plus. Tu sais, comme ton loyer, là, qu'il soit 1400 ou 1425. S'il était 1425, il faudrait que tu le payes ton 25$ pareil. C'est ça. Fait que c'est juste tu pourrais garder dans ta tête comme quoi que ben, mon loyer, mon hypothèque me coûte 25-50$ de plus. Puis là, je reviens encore là-dessus parce que je trouve ça vraiment important. Je sais qu'en ce moment, les loyers sont exorbitant. Ça n'a aucun bon sens, là, tu sais. Fait que je comprends qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est juste pas possible en ce moment, mais pour ceux que c'est possible, de le faire, de pas hésiter. Puis, tu sais, dans les priorités, mettons, là, c'est vraiment... Tu sais, quand on se dit, ben j'aimerais ça épargner, j'aimerais ça investir, je sais pas par où commencer, on commence toujours par un fonds d'urgence. On a-tu un fonds d'urgence? Si on n'en a pas, on commence par ça. Le premier 1000$, c'est le plus difficile à avoir. C'est vraiment, là, c'est comme la barre la plus tough. Puis une fois qu'on arrive justement à ce premier 1000$-là, là, on regarde, est-ce que j'ai des dettes qui sont vraiment, tu sais, qui traînent, là, tu sais, qui me drag down. Excuse-moi, là, j'ai full d'anglicisme. Oui, c'est bien correct. Mais, tu sais, avec des hauts taux d'intérêt du 21-22%, est-ce que j'ai des paiements obligatoires? T'sais, là, OK, on va commencer à focusser. Au moins, j'ai mon petit 1000$ que s'il arrive quelque chose, au moins, j'ai ça, j'ai un petit coussin. Après ça, on va essayer de diminuer le plus possible les dettes. Après ça, il y a plein de techniques pour diminuer les dettes. T'sais, allez lire ça, là, si jamais ça vous intéresse. Vous faites affaire avec Evelyne. Vous faites affaire avec moi aussi. Mais, c'est soit l'effet boule de neige, on peut y aller du plus petit au plus grand, il y a plein de façons de faire. Trouver une façon qui vous convient. Puis une fois que... Puis là, je dis pas de se débarrasser des dettes complètement, là. Tu sais, on n'attend pas d'être à zéro pour continuer à épargner parce que ça peut être long. Puis surtout, si t'as pas déjà une structure de base, ça se peut que au fur et à mesure que tu payes tes dettes, ben, tu te réendettes encore. Fait que ça prend une bonne structure. Puis on essaie de diminuer. Puis quand on arrive à peu près à 30% d'utilisation de notre crédit, ben là, mettons la stratégie qu'on avait, on va la splitter en deux. Fait que là, mettons que j'avais, je sais pas moi, un budget de 300$ par mois pour rembourser mes dettes. Bien là, 150 continue sur les dettes, 150 va pour mon épargne. Okay. Fait que comme ça, on continue à travailler, on relaxe un petit peu plus au moins sur la dette. On l'a diminué au moins à 30%. Là. Fait que c'est ce qui est plus recommandé au niveau d'avoir une bonne note de crédit. Puis en plus, ben, parce que ça prend ton fonds d'urgence, c'est pas 1000$. Là. Ton fonds d'urgence, c'est supposé être entre 3 et 6 mois de revenus. Fait que t'as quand même beaucoup à mettre de côté. Fait qu'on continue comme ça. Une fois que les dettes, on est rendu confortable avec ça, qu'on a notre bonne planification, que tout roule, bien là, peut-être on est capable d'investir un petit peu plus. Puis là, une fois qu'on a notre fonds d'urgence, là, on peut commencer à investir. Puis là, pour investir, on va voir des planificateurs conseillers, on va à la banque, puis là, on jase, tu sais. Puis quand on est jeune, on peut prendre plus de risques, tu sais. Puis plus qu'on vieillit, moins qu'on en prend. Si, admettons, on a des projets, je vais acheter une maison dans 3 ans, c'est pas le temps de tout mettre sur le rouge au casino, là, tu sais. Peut-être on y va avec un peu moins de risques. Puis, fait que c'est important d'être accompagné dans ce genre de décision-là si nous-mêmes, on n'a pas les connaissances pour. Si on sent qu'on est à l'aise, qu'on est capable de le faire, il y a plein de plateformes pour le faire aussi. On n'est pas obligé de passer par un conseiller financier. Là, surtout ces temps-ci, on parle beaucoup des frais de gestion puis ces choses-là. Mais c'est quand même important de penser... Tu sais, les frais de gestion, ça reste un service
Mhm. Fait que c'est sûr qu'il faut payer pour le service Ben de oui. conseil. Puis il y a des gens, tu sais, nous, mettons, chez IA, dans nos fonds, mais il y a des gens qui sont payés pour s'assurer que toutes les actions, que tous les trucs qui composent le fonds, c'est les meilleurs, puis c'est ça qu'on veut. Fait qu'ils font cette job-là que si toi, tu veux pas payer de fonds, c'est toi qui vas le faire, là, tu Oui, sais. c'est ça. Fait que c'est correct de le faire si tu es à l'aise avec ça. Tu peux t'acheter aussi un FNB, qui est un fonds négocié en bourse, puis que ça, tu as des très, très petits frais de gestion, puis tu laisses ça aller, puis ça aussi, Mhm. c'est possible de le faire. Mais reste que il y a quand même tu sais, comme moi, mettons, justement, oui, j'ai mon conseil au niveau des fonds qu'on pourrait prendre et tout, mais j'ai aussi, tu sais, je fais du budget, je fais des suivis, je m'assure que tu as tout besoin, tu sais, fait que Ben c'est oui. sûr qu'il y a un coût qui est lié à ça, là, fait Ben que... oui. mais oui, fait que voilà, c'était comme mes petites étapes que je trouve importantes. Merci. Peut-être en terminant, tu sais, tu parlais un peu tantôt du parcours de ta mère, tout Mhm. ça. Puis je pense que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu sais, le rapport des femmes avec les Oui, finances. ouais. Puis tu me parlais d'un livre tantôt que tu as beaucoup aimé. Oui, Je oui, pense que tu l'as oui, je apporté. l'ai amené Oui, avec c'est moi. ça. Tu peux le Ouais. montrer si tu veux, puis nous expliquer un peu Je qu'est-ce sais que pas tu... si on le voit, là. Mais c'est L'amour et l'argent. Je ne suis pas commanditée d'aucune sorte, là. C'est juste, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. L'amour et l'argent, c'est Guide de survie en 60 questions, qui a été écrit par Hélène Bello et Delphine Lobet. Moi, Hélène Bello, je l'ai découverte à travers mes formations, puis on a de la formation continue aussi quand on est conseiller, avec la Chambre de la sécurité financière. Et elle fait souvent des conférences et tout pour eux. Puis elle est sociologue. Elle étudie, dans le fond, son sujet, c'est beaucoup, tu sais, l'amour et l'argent ou le rapport à l'argent entre... J'ai pas vraiment les mots pour l'expliquer, là, mais j'ai pas les bons mots en français, mais... Tu peux le dire en anglais. Non, je l'ai Vas-y pas en comme anglais ça. non plus. Mais c'est comme tu sais, le rapport à l'argent entre les hommes et les femmes, basically. OK. Fait que elle va beaucoup parler de conseils et tout. Elle va aider les conseillers aussi, les conseillers financiers, à trouver des façons pour guider leurs clients pour avoir une situation financière qui est plus équitable au sein du couple. Ce qui est, selon moi, primordial parce que oui, on parle des différences de salaire, mais quand on parle plus de différences d'épargne, Ouais, c'est ça. c'est là qu'on se fait avoir. Là, où il y avait Madame Pugliese qui avait publié un article, une recherche, je pense que c'était en 2022, au niveau de l'épargne. Puis, en tout cas, de ce que j'en ai compris, je pourrais te l'envoyer si tu veux Bien mettre le sûr. lien si les gens veulent Oui. le lire. Mais ce que j'en ai compris, c'est que, dans le fond, au niveau de l'épargne pour les conjoints de fait, pour chaque... Ben, c'est que les hommes épargnent 80% de plus que les conjointes. Ce qui veut dire, pour chaque 100 pièces que moi je mets de côté, mon chum en mettrait 180. Ouais. Fait que c'est là que ça fait mal. Parce que oui, tu sais, la différence de salaire, je pense que l'année passée était à 11% à peu près au Canada. Donc, ce qui est un écart, selon moi, qui n'est pas énorme. Tu sais, on a fait beaucoup de travail pour Oui. arriver à ce 11%-là, mais c'est quand on regarde au niveau de l'épargne, quand on regarde, tu sais, la femme reçoit son chèque, l'homme reçoit son chèque, puis où est-ce que l'argent va, qu'est-ce qui en reste, c'est là que le bas blesse, tu sais. Fait que ce livre-là, que j'aime vraiment beaucoup, dans le fond, c'est juste c'est des questions qu'on peut se poser, peu importe c'est quoi notre situation de couple. Est-ce qu'on est avec, sans enfants, famille recomposée? Il y a pas mal de tout. Puis c'est des questions de base qu'on devrait se poser. C'est quoi l'impact si jamais mon conjoint décède? On est conjoint de fait. C'est quoi l'impact à la retraite, justement, d'avoir des enfants? Comment est-ce que... C'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que je vous recommande full. Puis c'est vraiment important de s'y attarder. Tu sais, je connais certaines personnes, mettons, qui a été maman à la maison toute sa vie, qui a fait une croix sur sa carrière. Les enfants quittent le nid. Elle n'a jamais eu d'épargne parce qu'elle n'a jamais travaillé. Puis de la façon dans leur famille que ça a été fait, ben c'est monsieur qui gérait tous les investissements et tout. Ils ne sont pas mariés.
Puis là, ben, on arrive proche de la retraite. Puis là, bon, ben, monsieur dit, ben, ciao, bye, moi, je t'en ai. Fait que, il part avec tout. Puis elle, ben, elle se ramasse pas de fonds de pension parce qu'elle a pas travaillé, donc pas de RRQ. Elle a aucun argent de côté. Fait qu'elle, elle a donné toute sa vie pour ses enfants, pour sa famille, pour finalement... Fait que souvent, on a peur de parler d'argent en couple, mais c'est une question de survie aussi, là. Tu sais, c'est important, c'est nos moyens, puis c'est pas selfish, là, tu sais, c'est pas parce que tu parles d'argent que t'es à l'argent puis que tu fais passer l'argent avant tes enfants. Ou que t'es égocentrique ou égoïste. Ou matérialiste. Ouais. Non, c'est juste que... Puis si ton ou ta partenaire te fait sentir comme ça... Pose-toi des questions, d'autres questions. Oui, c'est que c'est important, tu sais, ou... Je suis une fervente défendrice du mariage. Je pense que c'est vraiment important. Puis si les gens sont pas à l'aise de se marier parce que ça a une connotation religieuse et tout, ben qu'ils aillent faire un contrat de vie commune, qu'ils aillent s'unir civilement, mais c'est important. Tu sais, comme on parlait d'entrepreneurs et tout, moi, si je partais en business là, avec mon voisin, là, puis que, mettons, mon voisin... Tu voudrais un contrat. Ben, je veux un contrat qui est écrit tout de suite, de dire, ben, gars, si ça va pas bien, voici comment on sépare, voici comment ça va se passer. Si j'achète un immeuble avec un partenaire, même affaire, chez le notaire, qui repart avec quelle mise de fonds, comment est-ce qu'on arrange les choses. C'est important de le faire parce que l'amour et l'argent, c'est deux sujets qui sont vraiment difficiles à mettre ensemble. Parce que c'est deux sujets où est-ce qu'on vient avec un bagage, avec des valeurs différentes, des façons de faire différentes. Fait que c'est important que dès le départ, on s'entende sur... Tu sais, on s'aime, là, on veut pas qu'on se sépare, mais voici, si jamais il arrive... Tu sais, pendant qu'on a encore assez d'amour l'un pour l'autre, aussi bien prévoir pour si jamais ça va pas bien, tu sais. Absolument. Surtout ces 50% des couples qui finissent par... en mariés, là, qui finissent par divorcer. Puis au niveau des conjoints de fait, les pourcentages sont encore plus élevés. Là. Ben fait que c'est important. Puis c'est pour le bien des enfants aussi, là. Absolument. Je sais pas si on a encore un petit peu de temps, mais veux-tu parler de l'union parentale? Je sais que ça fait pas longtemps que c'est arrivé. C'est quand même un gros... Certainement, oui. Hein? Je dirais qu'on a encore un peu de temps. Petite gorgée d'eau. Ben, t'as-tu déjà des questions? T'as-tu... comme t'avais l'élan... Non, vas-y, j'adore ça. C'est... OK. Oui. Ben, dans le fond, tu sais, en juin 2025, il y a eu la réforme au niveau du droit de la famille. Il y a eu la création de l'union parentale. Donc, c'est sûr, c'est encore une nouvelle loi. Puis, tu sais, quand il y a des lois qui passent, ben après ça, des fois, il y a des conflits qui arrivent. Fait que là, on va en cours. Fait que là, il y a la jurisprudence qui arrive pour, comme, venir préciser certaines choses. Fait que je vais en parler du plus haut de mes connaissances. Ouais. Si jamais ceci n'est pas un avis légal. Mais sérieusement, si vous avez des questions, allez voir un professionnel. T'sais, moi, je veux juste en parler au moins en surface, puis les grandes lignes. Là. Ouais. Mais en gros, c'est qu'une fois qu'on a un enfant, mettons, on est conjoint de fait, parce que le statut de conjoint de fait au Québec n'est pas reconnu dans le Code civil. Ça veut dire que tu as les mêmes droits envers ton conjoint de fait qu'envers ton voisin, techniquement. Fait que si jamais ton conjoint vient à décéder, ben tout va à ses enfants s'il y en a, ou sinon à la belle famille. Fait que, tu sais, si, admettons, justement, tu as une maison avec ton conjoint, décède, puis vous n'avez pas d'enfants, ben là, c'est tes beaux-parents qui héritent de la maison. Là, il faut que tu deals avec eux, tu sais. Fait que... Bref, fait que là, le ministère de la Famille est arrivé avec cette réforme-là, où est-ce qu'à partir du moment où est-ce que l'enfant naît, il y a la création d'un patrimoine familial, dans le fond, qui est similaire quand même au mariage, dans le fond. Mais c'est l'arrivée d'un enfant qui vient créer ce patrimoine-là. Fait que si, par exemple, moi, j'étais propriétaire d'une maison, mon conjoint, il l'était pas, mais on vit ensemble, tu sais. On a... ben c'est ça, c'est moi qui est propriétaire. Puis là, j'accouche, j'ai un enfant. À partir du moment où est-ce que mon enfant naît, jusqu'à ce qu'on se sépare, la valeur que va prendre ma maison va devoir être séparée à deux.
OK. Par exemple. Si jamais on se sépare, Ouais. ben là, c'est le patrimoine familial, ce qui était utilisé par la famille. Ouais. Donc, les autos, les meubles, la résidence. Puis là, c'est pas toute la résidence, là, tu sais, Ouais. qui doit être séparée. Mais on n'a pas on n'a pas un droit d'accès, par contre, à tout ce qui est régime de pension ou les comptes de banque. Ça, Ouais. ça fait pas partie de l'union parentale, il me semble. Corrigez-moi si je suis pas... fait que c'est ça. Fait que ce qui arrive souvent, les questions, c'est souvent au niveau de la maison. Qu'est-ce qui arrive, tu sais? Donc, c'est vraiment à partir... Mettons que ma maison, je l'ai achetée à 100 000. Puis là, en date du moment où est-ce que j'accouche, elle vaut 400 000. Puis là, au moment où est-ce qu'on se sépare, mettons 3-4 ans plus tard, ben, ma maison vaut 500 000. Ben, c'est à partir du moment qu'on a été ensemble, la valeur approximative, là, versus quand on va se séparer, la valeur, ben, c'est ça qu'il faut qu'il soit séparé. Dans l'application, je sais pas comment que ça se passe. Est-ce qu'il faut que toi, tu donnes un chèque de 25 000 ou de 50? Parce que dans le fond, elle a pris 100 000 de valeur, fait qu'il faut séparer ce 100 000-là. T'sais, est-ce que c'est un chèque de 50 000? Est-ce que, ben ça, il faut aller voir un fiscaliste pour ça? Un avocat, un notaire vont pouvoir aider avec cette question-là. Mais techniquement, ce serait comme ça. Il y a aussi un droit de résidence où est-ce que la personne qui est non propriétaire peut rester dans la maison, dans la résidence principale, pendant un certain temps, pour lui permettre aussi de se remettre sur ses pattes, de trouver un autre appart qui lui convient, de se remeubler, parce que, tu sais, c'est dur de couper un divan en deux, là, mais tu sais... Ou est-ce que toi, tu pars avec le divan, moi avec la table, tu sais. Ouais. Après ça, faut que les deux puissent se remeubler et tout. Fait que ça donne un espèce de temps tampon. Fait qu'on n'arrive plus avec des situations où est-ce que du jour au lendemain, l'autre parent est kické out de la maison, puis ben arrange-toi. Là, ça a des problèmes aussi au niveau des enfants, parce que si t'as pas nécessairement trouvé un lieu de vie qui est convenable pour des enfants aussi, ben là, ça peut jouer avec la garde et tout. Puis encore là, je veux pas m'avancer dans ce terrain-là parce que c'est pas mon domaine. Ouais. Mais c'est sûr que selon moi, c'est une grande avancée. C'est sûr qu'il y a des failles. Il y a des situations qui sont vraiment pas adaptées à cette réalité-là. Tu sais, justement, en situation de violence conjugale et tout. Je sais pas comment ça se passe, mais je pense que pour la majorité des gens, c'est quand même c'est bien. Puis à savoir aussi qu'on a le droit de s'enlever de cette union parentale-là. Okay. On va chez le notaire avec notre conjoint, notre conjointe, puis on fait signer comme quoi que nous, on préfère de pas avoir d'union parentale, mais il faut que les deux parents soient avec un consentement libre et éclairé. Fait que c'est important. Mais tu sais, en même temps, là, je soulève la question, mais si ton ou ta conjointe veut pas qu'il y ait de document légal pour qu'est-ce qui se passe si on se sépare, tu sais, moi, personnellement, dans ma situation, je me poserais des questions. Tu sais, où est-ce que, ben, pourquoi tu veux pas qu'on s'entende tout de suite? Absolument. Fait que voilà un petit peu, ça ressemble à quoi l'union parentale. Merci d'avoir pris le temps de nous faire une petite capsule info. Ça fait plaisir. Pertinente. Merci beaucoup, Evelyne, d'être venue. J'ai adoré nos échanges, vraiment très intéressants. Puis pour ceux qui se sont rendus à la fin de l'épisode, je vous inviterai à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Ça va nous aider énormément au niveau de la visibilité. Et puis, on se revoit dans un autre épisode. Merci.